Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du jeudi anthropologie. Nous recevrons notre expert des humanités classiques africaines Nusere Kalala Omotunde avec qui on fera un autre épisode de fake news. Cette fois-ci on verra les fake news autour de l'abolition de l'esclavage. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le jeudi 14 octobre 2021 et voici les titres de ce journal. Nous écouterons Harry Durimel, maire de Pointe-à-Pitre, particulièrement remonté sur l'affaire de l'éclairage public. Pour rappel, la municipalité a payé 22 millions d'euros pour se retrouver dans le noir quasi complet. Petit point tourisme avec le comité régional, très confiant quant à la reprise de l'activité pour les vacances de fin d'année. Et enfin, on parlera du développement des activités nautiques avec la signature de partenariat entre l'association Aventure Nautique Sainte-Anne et la société de gestion portuaire de Guadeloupe, la NASA, qui a donc reçu carrément une embarcation pour poursuivre ses activités. Et qui plus est, ce soir, je recevrai Marie-Laure Didon, qui est Miss Intercontinentale Guadeloupe, et elle s'envolera très prochainement pour nous représenter en Égypte lors du concours Miss Intercontinentale. J'ai réussi. Et avant de développer ces quelques titres, notez que la tension est montée d'un cran en Martinique avec des affrontements entre gendarmes et syndicalistes au CHU. Les forces de l'ordre étaient en place justement pour empêcher l'accès au personnel n'ayant pas de preuve de vaccination. Regardez. Et oui, rapport de force effectivement qui monte crescendo ces derniers jours. Et la situation épidémiologique continue de s'améliorer. Ici en Guadeloupe, pour la 8e semaine consécutive, 200 nouveaux cas sont recensés par les autorités, avec seulement 15 hospitalisations sur la semaine. Le taux d'incidence est toujours en baisse et passe de 62,9 à 53,1 pour 100 000 habitants. Nous sommes légèrement au-dessus du seuil de vigilance qui est fixé à 50. On devrait l'atteindre aisément la semaine prochaine. Le taux de positivité est de 2,4% contre 3% sur la période précédente. En tout cas, pour les autorités, il faut poursuivre les efforts pour que les chiffres diminuent encore. Regardez. Je crois que le point qui est quand même important, c'est qu'on continue à baisser, c'est-à-dire que la mise en œuvre des mesures, leur application et le respect de ces mesures, même quand elles sont dans une phase de déconfinement, eh bien, continuent à être respectées. Et ça, c'est vraiment important de garder cette, on va dire presque cette discipline collective que nous avons acquis pour pouvoir vraiment faire baisser les chiffres de contamination. Il n'y a effectivement pas de nouvelles mesures. Je l'avais dit, on part sur des périodes de 2 semaines pendant lesquelles on vérifie que les mesures que nous avons mises en œuvre produisent les bons effets, c'est-à-dire continuer à faire baisser le taux d'incidence et le taux de positivité et la pression à l'hôpital et pas l'inverse. Donc c'est pour ça qu'on reste vigilant. Le taux d'incidence reste au-dessus donc, du seuil d'alerte puisqu'il est à 53 pour 100 000 alors que le seuil d'alerte est à 50 pour 100 000. Mais c'est important, mais on sort de très loin. C'est ça qu'il faut se dire. Mais là, il faut qu'on décroche de cette valeur et qu'on continue donc à faire les efforts nécessaires, les efforts qu'on a toujours faits pour arriver à le faire diminuer, à faire en sorte qu'on ait un niveau de circulation virale qui soit le plus bas possible. On aura toujours de la circulation virale, il faut qu'il soit bas. Et comme on aura toujours de la circulation virale, il faut qu'on soit très très attentif à ce qu'on fait, donc aux gestes barrières d'une part, et il faut qu'on se fasse vacciner. Et la suppression des tests PCR pour les personnes vaccinées en provenance de l'Hexagone fait débat. Un faux débat pour le préfet Alexandre Rochat qui explique que c'est la Guadeloupe qui est contaminante et pas l'Hexagone et que c'est chez nous qu'il y aurait un réservoir conséquent de virus. On l'écoute au micro d'Olivier Félix. Moi, je n'ai pas été interpellé par le député Servac qui a interpellé le gouvernement. D'ailleurs, c'est une mesure du gouvernement, cette application de l'absence de tests pour les gens qui sont vaccinés.
Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Tout d'abord, moi j'ai du mal à entendre dire que c'est à cause de l'extérieur qu'on a des contaminations, alors que quand on était au début de la 4e vague, j'ai entendu beaucoup de gens dans des manifestations expliquer qu'il n'y avait pas de virus, expliquer qu'il n'y avait pas besoin de porter le masque, expliquer qu'on n'avait pas besoin d'appliquer les gestes barrières et que d'ailleurs en réanimation il n'y avait personne. Donc je pense qu'il faut aussi se rappeler ce genre de choses qui se sont déroulées tout au début de la 4e vague. Ensuite, la vaccination, c'est le rempart qui est aujourd'hui celui qui existe et celui qui est reconnu. On a encore un nombre d'études importantes. Une dernière étude vient d'être publiée. Et puis si on veut comparer aujourd'hui les chiffres de contamination, ce n'est pas la métropole qui est contaminante. Ce sont les Antilles qui sont contaminantes si vraiment on veut regarder ça. C'est ici qu'on a encore un réservoir de virus important. C'est ici que le virus circule. C'est ici qu'on a un taux d'incidence qui est encore au-dessus de 50, qui est le seuil de vigilance. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir regarder les choses, regarder la façon dont en métropole la 4e vague a été gérée. C'est-à-dire que tout simplement, on a connu un début de montée de l'épidémie au début de l'été. Et en revanche, on n'a pas eu besoin de mettre en place des mesures de confinement, pas de couvre-feu, pas de fermeture de restaurants, pas de fermeture de bars, pas de fermeture d'établissements, pas d'accès aux plages qui étaient réglementées. On a simplement laissé jouer la vaccination, c'est-à-dire que la protection collective a fonctionné. Et aujourd'hui, on a des taux qui sont beaucoup plus bas qu'en Guadeloupe. Il est quand même important de rappeler que nous sommes passés de 4 000 tests en mai-juin à 40 000. C'était entre 20 000 et 40 000 sur les mois de juillet et d'août. Et après le départ des dizaines de milliers de voyageurs, eh bien, le taux d'incidence a quand même aussi commencé à baisser. On devrait peut-être pouvoir faire une petite corrélation avec cet élément aussi d'ailleurs. Et les tours opérateurs attendent la reprise du tourisme en Guadeloupe qui visiblement semble très prisé. Visiblement on fait partie du top 10 des meilleures destinations pour les vacances. Un bilan qui a été dressé suite notamment à la participation de l'archipel au salon du tourisme Top Reza. Regardez. En général c'est un salon qu'on y va chaque année. Mais depuis, à cause de la pandémie, ça fait 2 ans que nous n'avons pas été. Mais il est important pour nous d'être là, puisque c'est un salon de professionnels, de tourisme, un salon de voyage. Et donc, il est important pour la Guadeloupe, pour la destination, d'être présente à ce salon pour pouvoir promotionner cette belle destination. Et j'avoue, j'étais heureuse d'être là, puisque on sent que vraiment les visiteurs viennent venir en Guadeloupe. Les tours opérateurs, les compagnies aériennes sont venus sur le stand, nous avons des rendez-vous avec eux. Les compagnies aériennes aussi nous font beaucoup de rendez-vous et vraiment les gens ils attendent vraiment que cette reprise, voilà, cette reprise du tourisme. Et vraiment c'était vraiment c'était un beau salon et vraiment on avait raison d'y aller. Alors c'est vrai qu'on est toujours en pandémie, puisque nous ne sommes pas les seuls à être en pandémie, c'est le monde entier qui vit cette pandémie, mais en même temps nous ne pouvons pas rester inactifs. Donc pendant toute cette pandémie, nous avons toujours valoriser ce département. Nous avons tenu à garder cette notoriété, parce que c'est important de garder la notoriété de cette île, puisque comme vous le voyez aujourd'hui, nous sommes au top 10 des voyages, nous sommes le département le plus prisé par rapport aux voyageurs. Donc pourquoi ? Parce que le CTG, malgré la crise, nous avons continué à garder cette notoriété, cette destination. Nous allons continuer à faire des promotions et nous allons encore continuer cette promotion, par exemple, faire des promotions sur le Canada, sur la Belgique, pour pouvoir inciter nos visiteurs à venir, bien sûr, nous visiter. Et j'aime à dire, nous allons bien sûr relancer, mais nous allons quand même protéger et rassurer la population par rapport à cette reprise. Comme je vous dis, aujourd'hui, nous vivons une vie d'incertitude, comme pour tous les départements, c'est incertain, mais ce que je dis et que je vais encore me répéter, nous au CTG, nous continuons l'action, nous continuons à travailler parce que nous voyons le travail paye et on ne sait jamais quand les choses vont reprendre. Donc dès que les choses vont reprendre, nous serons déjà prêts pour pouvoir redémarrer. Et c'est vrai que la pandémie, nul ne sait quand elle va s'arrêter, mais sachez que le CTG continue à travailler pour la destination, puisque aujourd'hui, le tourisme est transversal. Beaucoup de personnes vivent du tourisme, que ce soit le pêcheur, l'agriculteur, le marchand de pistaches, tout le monde vit du tourisme. Donc il est important que nous, c'est notre rôle de voir promouvoir cette destination, continuer à promouvoir pour que dès lors que les choses iront mieux, que nous serons déjà dans les starting blocks. Et sans grande surprise, la croissance est mise à mal par la crise sanitaire. En 2020, nous avons assisté à un recul de 4,9%, un chiffre inférieur au national qui, lui, enregistre pas moins de 7 points de croissance en moins. On fait le point avec Thierry Beltran, directeur de l'IEDOM, et Ali Benadou, chef du service territorial à l'INSEE.
Nous avons présenté ce matin les comptes économiques qui ont été de 2020, qui ont été élaborés dans le cadre du partenariat CEROM, qui regroupe à la fois l'INSEE, l'Agence française de développement et l'IEDOM. Et donc ces comptes économiques dits rapides, puisque donc on les a publiés très rapidement par rapport à la publication des comptes définitifs qui interviennent 2 ans après. Donc là on a déjà les comptes de 2020. Et ils montrent qu'on a une baisse de la croissance en 2020 qui a été de moins 4,9%. Ce qui est moins marqué qu'en métropole où on a une baisse de la croissance qui a été beaucoup plus importante puisqu'on était à moins 7,9%. La crise sociale a impacté relativement fortement la Guadeloupe puisque sa croissance s'est affaiblie de moins 4,9%. Donc ce que l'on peut dire, effectivement, l'une des principales causes effectivement, de cette baisse, elle est liée à une chute drastique des exportations. Elle baisse de près de 35%. En partie, évidemment, liée à la baisse des dépenses touristiques, qui, elle, baisse de 50% et qui explique effectivement la contribution de moins 5,1 points à la croissance. En parlant de budget, notez qu'avec un nombre record de conseillers et de traitements en hausse, le gouvernement de Jean Castex est le plus cher depuis 1958. C'est donc le gouvernement qui coûte le plus cher de toute la Ve République. Et le président de l'Observatoire de l'éthique publique dénombre 559 conseillers au 1er août 2021 contre 313 pour le précédent gouvernement en 2019, soit une hausse de 79% des effectifs qui conseillent effectivement notre fameux gouvernement, mais ça coûte très cher à la France. Et en plus des 17 millions versés à une entreprise pour l'éclairage public, la ville de Pointe-à-Pitre se voit condamnée à payer 5 millions d'euros de créances à la Société Générale, 22 millions pour un éclairage quasi inexistant, une escroquerie dénoncée par le maire Harry Durimel. On l'écoute au micro de Charlie Dagonia. Eh bien, vous savez, les 2 problèmes majeurs de Pointe-à-Pitre, c'est la salubrité et la sécurité. Or, ces 2 secteurs payent un vrai lourd tribut, puisque aujourd'hui, les Pointois ont un sentiment d'insécurité et d'insalubrité lié à ce fiasco de l'éclairage public. Voilà une ville qui a déjà payé 17 millions d'euros payés en mandat à un groupement S6P et qui est à nouveau condamné à payer à la Société Générale 3,5 millions augmentés des intérêts, donc ce qui va faire environ 5 millions d'euros. Donc les Pointois, en ayant payé 22 millions d'euros, ne voient pas à quoi ça a servi. Quand vous passez dans Pointe-à-Pitre et que vous voyez comment cette ville est plongée dans les ténèbres, vous ne comprenez pas que cette ville ait pu signer en 2011, il y a 10 ans, une convention de partenariat public-privé avec ce groupement S6P. Un groupement qui nous avait promis de faire de Pointe-à-Pitre une ville lumière. 36 millions d'euros. Et petit à petit, la ville s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas payer et le contrat, par des avenants, est descendu à environ 29 ou 25 millions d'euros. Aujourd'hui, nous sommes dans le noir le plus complet dans tous les quartiers de Pointe-à-Pitre. Et en même temps, nous avons payé si cher. Donc, bien avant que nous soyons condamnés, puisque le jugement est du 30 septembre 2021 du tribunal administratif qui a condamné Pointe-à-Pitre à payer à la banque la créance que S6P lui avait cédée. Mais nous, déjà, depuis en août 2020, 1 mois après notre installation, ça nous était apparu suffisamment suspect pour qu'on aille déposer plainte entre les mains du procureur de la République de Pointe-à-Pitre. Eu égard à la gravité des faits et au montant du préjudice subi par Pointe-à-Pitre, les Pointois, le procureur de la République a transféré ce dossier au parquet national financier qui a fait saisir ce dossier ici il y a quelques jours. Donc l'enquête est en cours pour savoir dans quelles circonstances ce marché a été passé. Il nous semble qu'il y a des soupçons de favoritisme parce que l'appel d'offres tel qu'il a été passé semble avoir favorisé ce groupement, puisque un seul concurrent a tenté de se présenter mais a dû renoncer quand il a vu que c'était taillé sur mesure pour S6P. Nous avons payé 17 millions et nous allons payer 22 en tout. Où sont passés les équipements? Moun la pointe.
C'est ça pour se demander. Oh là, équipement là qui a coûté 22 millions passés. Comment on peut avoir autant de problèmes d'éclairage en ayant payé sur une petite ville de 2,6 km², la pointée d'être qu'à clairer, la pointée d'être qu'à scintiller. Or, nous dans le noir. Et on a payé si cher. Point 3 et point 3, je vous demande de vous mobiliser pour exiger justice et vérité dans ce problème d'éclairage public à Pointe-à-Pitre. La ville de Pointe-à-Pitre qui est plongée dans le noir tous les soirs, mais en tout cas le plateau de Canal 10 scintille avec l'arrivée effectivement de notre Miss Guadeloupe intercontinentale. J'ai nommé Marie-Laure Didon. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors vous partez très prochainement justement pour nous représenter en Égypte pour le concours à l'international d'ailleurs. On salue déjà Georges Nandan qui s'occupe effectivement de l'organisation de ce concours, qui fait un énorme travail avec vous chaque année. On le félicite encore. Bonsoir Georges. Mais déjà parle-nous du concours, avant du concours international. Oui. Ici en Guadeloupe, comment ça s'est passé avec toutes les mesures Covid et tout ça, c'était comment ? Alors, pour le concours de Miss Internationale, dont le comité de Georges Nandan, justement, on a été sélectionné sur de nombreux critères en fonction aussi de notre allure, hein, de nos compétences, et les destinations ont été choisies en fonction. Voilà. Par rapport à l'élection en elle-même, l'élection Miss Intercontinentale, celle-ci va se passer en Égypte. Et les critères sont globalement les mêmes, sauf que cette fois-ci, il y aura le talent. Donc, allons reprendre les critères, tous les critères. Oui. Les critères que j'ai. Je crois qu'ils sont un peu plus pointus déjà que Miss France, par exemple. C'est pas non tout à fait seulement pareil. ça, mais je vous avoue qu'ils ne m'ont pas tout donné volontairement, je pense. Surprise. Exactement. Donc, c'est à nous de travailler toutes nos cordes à notre arc pour espérer être au moins dans les 5 premières. Pour les passages, quel type de passage ? Je crois qu'il y en a plus. Il y en a combien déjà ? Oui, alors cette fois-ci, j'ai vu qu'il y a aussi le costume d'Halloween. Costume d'Halloween. Exactement. D'accord. Alors, je ne saurais pas encore vous dire quel costume d'Halloween en rapport avec notre folklore local que je pourrais utiliser. Il y en a tellement, mais lequel, je ne sais pas. Bête à main ibé ou c'est ça, Soukounian, exactement, c'est ce que je pensais. quelque chose dans le On genre. aura le choix. Donc, on a tenue de soirée. Il y a quoi ? C'est tenue de soirée, tenue d'Halloween. Ouais, tenue traditionnelle. Il y aura la robe de soirée aussi, l'habituel maillot de bain et la tenue de ville. D'accord. Voilà. D'accord. Et vous dites justement que vous devez travailler toutes les cordes à vos arcs. Donc, le talent, ce serait quoi ? Pour le On mien, peut choisir, on choisit ce qu'on veut. Le mien, j'ai choisi la chanson. Chanson. C'est ce qui était le plus travaillé. Voilà. Sinon, après, les talents, tout dépend de chacune, hein, de ce qu'on a proposé. Et qu'est-ce que vous allez interpréter ? Je vous laisserai découvrir. J'ai essayé tout préparé. Je vous donne un indice. Déjà, mal à voix. Mais le reste, vous regardez. Vous avez déjà été prendre un bon répertoire, ok. Quelque chose de chez nous, quelque chose qui a tellement de qualité que je sais que ça peut toucher le. Est-ce que ça va nous garantir la public. victoire ? C'est ça la question. Vous savez, la vie m'a appris que la victoire en soi, c'est pas la finalité. On peut gagner, mais s'arrêter là. On peut échouer et aller bien plus loin que si on avait gagné, comme l'exemple de Miss qu'on ne citera pas, qui, par son échec involontaire, a réalisé des choses, mais c'était fou, j'étais impressionnée, je l'admire complètement. Donc pour vous, le simple fait de participer, c'est déjà une victoire en soi. Ça dépend de ce que je vais faire là-bas. Que je gagne ou pas, ça va dépendre de ma communication, de mon contenu sur les réseaux aussi, vraiment beaucoup, et des partenaires que je vais mettre en lumière. Quelle place les réseaux sociaux prennent maintenant ? C'est fondamental pour faire une bonne campagne, on va dire, de Miss ? Je dirais 70%. Carrément. C'est de mon point de vue extérieur, puisque je ne travaille pas dans le domaine, mais de ce que j'ai remarqué, il y a beaucoup de Miss qui sont devenues très célèbres, alors qu'elles n'ont peut-être pas gagné l'élection en elles-mêmes, juste parce qu'elles avaient du contenu de qualité, qu'elles savaient s'exprimer, elles avaient une bonne communication. Elles avaient un bon marketing, elles savaient se vendre. Je pense que c'est ce qui joue. Plus que et vous devez être très cadré pour éviter un peu l'hypersexualisation, le fait que vous soyez un petit peu pas mis en avant dans le bon sens, on va dire. Il faut que je sois, pardon ?
il faut justement, vous êtes encadré pour ne pas faire tout et n'importe quoi, on va dire. Exactement. Après, bon, être une femme, oui, ça englobe un petit peu aussi ça. Le fait de savoir où se trouvent les limites entre, par exemple, la décence et l'exubérance. Alors, elle est où la limite? Elle est très fine. Après, ça dépend de chacun. Hein. Chacun ses critères. Ça peut dépendre de la personne, ça peut dépendre de l'endroit, les critères. Bon, je vais essayer d'ajuster mes critères sur ceux de chez nous et ceux du pays d'accueil. D'accord, voilà. D'accord. Pour la préparation des tenues, vous travaillez en collaboration avec quelqu'un en particulier? Je tiens vraiment à remercier encore et encore. J'arrêterai jamais de remercier la boutique Maxi Boutique à Pointe-à-Pitre avec Monsieur Romanas. Et pour la tenue, mon association dont je suis la secrétaire, l'Imédifé, avec Luigi Torrent qui est Mister Makeup Artist. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais lui, il m'a aussi beaucoup aidé. Mais bon, ça aussi, vous verrez ça à l'élection. Il m'a beaucoup aidé. On a un sujet, tout est organisé. Ça va tourner autour de notre nature. On a une forêt domaniale, on a beaucoup de verdure autour de nous qu'il faut protéger, même si on ne le fait pas. Mais je pense que plus on en parle et plus à force, je pense que ça va commencer à avoir de l'impact. Donc dites-vous que ça va tourner autour de ça. Est-ce qu'on peut considérer que maintenant les femmes afro sont bien placées justement dans ce type de concours? Bien placées, malheureusement non. Il y a encore énormément de clichés et de stéréotypes, D'accord. C'est dommage. D'accord. C'est Donc il y a un dommage. gros travail encore à poursuivre là-dessus. Mais visiblement, une afrodescendante a plus de chances de gagner le concours de Miss Intercontinentale que Miss France. Confirmé ou pas? Je ne peux pas m'avancer à dire ça. Tout va dépendre de chacun, de l'énergie qu'il met à y aller, qu'on soit afro ou pas. C'est ça. Ça dépend de sa motivation, de sa détermination, de son enthousiasme. Ça dépend de plein de choses. Et pas que de sa descendance ou pas. Non. Oui, de sa couleur. De sa couleur ou whatever. Donc vous décollez samedi. Tout est déjà prêt? La valise est prête? Tous ceux qui vont dans la valise sont prêts? Oui et non. C'est pas tout à fait prêt. Non, pas encore, non. Je réfléchis encore. J'essaie de prendre que l'essentiel. Oh, l'essentiel, ça rentre dans combien de valises, ça, l'essentiel? C'est ça, bonne question. 4, 5? À peu près, minimum. Non. C'est les chaussures. Oh, juste les chaussures. Combien de paires? Vous partez à combien de paires? 6. 6? À talons. Pour combien de temps? 2 semaines. 2 semaines? Mais je vous l'ai dit, il y aura beaucoup de communication derrière. Il va falloir que j'assume. Il y a environ 300 000 personnes qui attendent des résultats. On ne va pas se mettre à parler. Il faut agir aussi. Hein. On est d'accord. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Marie-Laure Didon d'être venue sur ce plateau ce soir et on vous souhaite force et courage pour quand même bien vous placer dans ce concours de Miss Intercontinentale qui va se dérouler en Égypte. Oui, avant je tenais encore à remercier toutes les personnes qui m'ont aidée. Elles sont nombreuses, je n'aurai pas le temps de toutes les citer, mais au moins je tiens à remercier déjà Monsieur Marvin Lewis, Monsieur Gilles Châtenay, Monsieur Yannick Jotam de l'association de l'entreprise Officium Conseil, et encore remercier l'association L'Imédifé et l'association APIPD pour la drépanocytose dont je suis atteinte. Ah. Oui, mais ça arrive. Mais ils m'ont aidé, ils ont répondu à beaucoup de mes questionnements. J'avais des questions, il y avait des complexes. Ils ont aidé à débloquer beaucoup de petites cases dans ma tête. Là, ça va un petit peu mieux, vraiment. Et je tiens à les remercier, mais de tout mon cœur. Il faut les soutenir, cette association. Il y a beaucoup de Il faudra dépanneaux. qu'on se revoie dans ce cas. Ah oui, il y a beaucoup de dépanneaux, il faut les soutenir. Ils sont capables, voilà, il faut du soutien. Merci beaucoup encore une fois d'être venu sur ce plateau ce soir. Vous êtes rayonnante quand même, c'est bien. Et les messages que vous diffusez sont très bien. Donc on espère effectivement que ça va payer pour le concours ou dans vos actions en tout cas futures. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous tout le monde.
À venir dans la tranche info sur Canal 10, le jeudi Anthropologie Noire, nous recevrons notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Et avec lui, on va démentir 2-3 fake news justement sur l'abolition de l'esclavage. Ce sera tout de suite après la coupure pub de 19. Mais avant cela, je dis bonsoir à Odia Villeroy, à Lila Carlos, bonsoir à Dimitri Gobardin, à Prince Letty, le gars de Guadeloupe, bonsoir à Maggie Delaney, bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Titi Guadeloupe, bonsoir à Luigi Lunique, bonsoir à Anne Hain, bonsoir à Eluxin Mathieu, à Steve et Lapin, bonsoir également à Marius Labissi, à Berbetier Guep, bonsoir à Louisette Luissin, bonsoir à Marie-France Jeanne, bonsoir à Sandra Dorlin, bonsoir également à Kitoun Cyprien, à Emma Doma, à Lydie Ratier, bonsoir à Maud Petitpas, à qui d'autre, à Clémence Moïsa, bonsoir également à Christiane Laurent, à Jimmy Kamagou-Valiard, j'espère que tu vas bien Jimmy, bonsoir aussi à Robert Top, à Foxy Sam Douk DGM, bonsoir à Patricia Jametal, à Mac Boucan, à Adolphe Ibad, ça n'en finit pas, et Luxin Mathieu, bonsoir à tous les internautes qui nous suivent sur le Facebook de Canal et sur l'antenne aussi, je fais un petit bisou à Mabo au passage à Port-Blanc, un petit bisou à quelqu'un? Pas pour le concours, perso. J'ai fait les bisous à toutes les personnes, à part ma famille, évidemment. Bisous à ma famille, bisous à mes amis, à mes proches. Jennifer, Alexia, Florence, Axel. Ah oui, Axel, bisous à Axel, Rebecca. Bisous à toutes mes copines et à tous ceux qui m'ont soutenu encore, jusqu'à maintenant. On se quitte pour une page de pub et on revient pour le jeudi Anthropologie Noire.